Bonjour à tous, bienvenue dans le JDD, le jury du dimanche. Merci d'être avec nous sur nos différentes plateformes, votre radio, e-radio, votre chaîne de télévision ITV et votre site internet emedia.sn. En ce dimanche 14 mai 2023, nous avons le plaisir de recevoir la première femme sénégalaise agrégée en sciences juridiques et politiques, l'une des premières femmes candidates à l'élection présidentielle au Sénégal. Elle est aussi première femme membre de l'Observatoire national des élections. Elle a été ministre conseiller du président de la République chargée des droits humains et de la paix. Elle est la présidente du parti Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines. Karl Hélène, professeur Amsatou Sow à Sidibé, bonjour. Bonjour Aïssata, bonjour. Je veux vous rendre hommage. Je suis vos émissions. Et je dis que, comme je l'ai toujours pensé, il y a des femmes brillantes. Donc je vous encourage. Merci. Je dis bonjour à mon frère Mamadou Ibra Kane, à mon autre frère Alassane Samba Diop, à toute l'équipe. Et encore une fois, félicitations, parce que l'espace est convivial, agréable, et j'ai vu que le personnel était professionnel. Voilà, je dis bonjour à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Voilà. De nous écouter et de nous lire surtout sur les médias médias et sur oui, de nous écouter et de nous suivre aussi. Très bien. Alors, voilà. Professeur, vous êtes chez vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur, vous êtes une femme qui a une belle carrière, une femme universitaire, intellectuelle de haut niveau, brillante carrière à l'université. Professeur, pourquoi avoir choisi de vous engager en politique en tant que femme? Je commence par dire que je n'ai pas été servie sur un plateau d'argent. Hein? Ah oui, c'est le fruit de beaucoup d'efforts, évidemment avec le soutien des parents, le soutien de la famille aussi. Et j'ai choisi de m'engager parce que c'est dans ma nature. Je n'étais pas en politique, je voudrais qu'on revienne d'ailleurs sur le mot politique, mais j'étais dans la société civile. Très jeune, je faisais partie des âmes vaillantes. Nous travaillons sur la citoyenneté, avec des actions sociales. Par la suite, j'ai intégré des associations, l'association des femmes juristes, par exemple. J'ai joué un rôle, je crois, important. Je me rappelle, dans les années 80, j'allais tous les matins à la RTS pour parler des droits des femmes, pour dire aux femmes, voilà vos droits, mais voilà vos responsabilités. Donc, j'y ai beaucoup travaillé. Ensuite, j'ai présidé le RAFET, Réseau africain des femmes travailleuses, choisi à Beijing en 1995. Nous avons beaucoup aidé à l'autonomisation économique et au leadership des femmes. Aujourd'hui, c'est Amsa Diapolé qui joue à peu près le même rôle que Rafet. Donc, je suis un pur produit de la société civile. Et je veux rappeler que j'ai dirigé un institut d'université à vocation africaine, l'IDHP, l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Nous avons travaillé sur les droits humains. Nous avons enseigné les droits humains. Nous avons formé des activistes en droits humains et dans le domaine de la paix. Alors tout ça, c'est ce qui a justifié que je me dise, il faut que je travaille à un autre niveau sur tout ce qui concerne la personne humaine, avec ses droits, avec ses obligations, que je travaille sur la paix, que je vois avec l'ensemble des acteurs comment faire
pour que notre pays retrouve les valeurs positives qui lui permettent d'avancer, qui lui permettent de promouvoir tout ce qui peut faire l'harmonie dans le pays. Alors c'est ça qui a été à l'origine de mon engagement en politique. C'est récent relativement, puisque c'était dans les années 2011. 2011-2012. Et avant cela, vous étiez dans la société civile. Comment vous avez fait pour franchir le cap? Quelle était la limite entre la militante de la société civile et l'actrice politique? Oui, à un moment donné, j'ai dit, ça suffit. C'est vrai. Tu enseignes à l'université, tu as formé plusieurs générations de juristes de tout niveau. Mais il manque une contribution des intellectuels dans tout ce qui peut faire l'avancement du pays. Et je me disais, mais il y avait des politiciens professionnels qui ne faisaient que parler, qui ne faisaient que s'engager sans y croire, qui ne faisaient pour beaucoup que tromper les populations. J'ai dit, mais il faut que qu'il faut qu'on mette un holà sur tout ça. Il faut que ceux, par exemple, qui enseignent à l'université, ceux qui sont sur le terrain pour protéger les droits humains, mais se présentent à un niveau autre que le niveau micro. Il fallait qu'on soit à la prise de décision, parce que c'est là que tout se fait. Était-ce impossible de le réaliser en tant qu'actrice de la société civile? C'est possible. Et je vous dirais que, justement, depuis 2016, je prône un renouveau politique. Parce que la politique, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle est contre les populations. C'est la politique politicienne. On est là pour des prébendes, on est là pour son intérêt personnel, pour des intérêts particuliers, surtout l'intérêt d'aller exercer le pouvoir en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire les populations. Alors, j'ai pensé justement en 2016, je disais, mais pourquoi tout va presque mal? Il y a des acquis, bien sûr. Il ne faut jamais dire que c'est la tabula rasa. Il y a des acquis. Mais il y a tellement à faire. Il y a tellement de difficultés. Pendant 6 mois, j'ai réfléchi. Et d'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à un frère, un ami, Mamles Camara. Oui. Quand j'ai pensé qu'il fallait réfléchir sur une autre voie politique, une troisième voie politique. Justement, professeur, qu'est-ce qui différencie la troisième voie? Vous insistez beaucoup sur troisième voie. C'est quoi cette troisième voie? Une troisième voie, on la situe où? Si on devait situer le professeur Ramsatou Sow Sidibé, ce serait dans le pouvoir, dans l'opposition? Vous êtes de quel côté, justement? Moi, je rejette cette bipolarisation, pouvoir-opposition. Parce que c'est dans la démarche et dans les résultats que nous faisons la différence. La démarche, c'est d'être là 24 heures sur 24, tous les ans, en train de se regarder en chien de faïence, en train de se cogner, en train de faire la casse, en train de faire des violences physiques, des violences verbales, sans penser aux populations. Et quand on y regarde de près, on se rend compte que ce sont des intérêts politiciens particuliers qui amènent les uns et les autres à avoir telle ou telle attitude. Et quelle est la ligne politique qui caractérise cette troisième voie que vous incarnez? La troisième voie, je peux dire que on peut l'appeler centriste, mais je n'aime pas ces noms carrés. La troisième voie, c'est la voie, la nouvelle voie, qui est l'alternative par rapport à ce qui existait. Pouvoir-opposition. Troisième voie dit, les personnes humaines ont des besoins, les Sénégalais ont des besoins,
Concentrons-nous sur ces besoins des populations plutôt que de penser à des intérêts particuliers, à vouloir absolument accéder au pouvoir par n'importe quelle méthode, surtout en faisant fi de l'éthique et surtout en ne pensant pas à l'essentiel, c'est-à-dire les populations. Donc la troisième voie, elle n'est ni le pouvoir, ni l'opposition. Elle rejette d'ailleurs cette bipolarisation et elle dit c'est une nouvelle voie. Nous nous occupons spécialement des populations. Nous n'avons pas le temps de faire de la politique politicienne. Nous faisons de la politique de développement. Nous faisons la politique de la démocratie. Nous faisons la politique de la paix. Nous faisons la politique des droits humains. Donc tout ce qui est bipolarisation, opposition, deux pôles qui se font face et qui ne sont là que pour se dire c'est moi qui vais occuper le pouvoir. La troisième voie veut le pouvoir, veut bien le pouvoir, mais pas comme le font les pôles qui sont aujourd'hui en présence. Et nous disons que tous les Sénégalais ne sont pas ou du pouvoir ou de l'opposition. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont dans leur maison, qui pensent autrement que le pouvoir et l'opposition. Alors, assis à votre place ici, devant Mahmoud Ibra Kane, maître Moussa Diop, ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, dit aussi incarner cette troisième voie. Alors, professeur Amsatou Sow Sidibé, est-ce que vous essayez de travailler à rassembler toutes ces personnes qui se réclament de cette troisième voie? Oui. Bon, c'est normal que maître Moussa Diop prône la troisième voie. Maître Moussa Diop fut mon étudiant. Il est avocat, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Alors, je pense que toute personne qui croit qu'elle peut incarner la troisième voie est la bienvenue. Nous y avons pensé pendant que personne n'y avait pensé pour le Sénégal. Je dis bien, en 2016. Mais c'est une porte ouverte pour toutes les personnes qui pensent que nous ne devrions plus perdre du temps à nous cogner, à faire de la violence, à nous injurier, à déstabiliser le pays, n'est-ce pas? Par une manière ou par une autre. Toutes ces personnes qui veulent positiver à l'attention de la personne humaine. Parce que nous, ce que nous avons devant nous, dans notre projet de société, c'est la personne humaine. Cet être créé par Dieu et à qui Dieu a donné des droits et des responsabilités. Alors, s'occuper de cette personne humaine, c'était l'une des promesses de Macky Sall dans le plan Sénégal émergent. Il disait travailler pour la capitalisation du personnel humain. Lui aussi, il parlait pratiquement de la même chose. Ce n'est pas seulement un contenu, c'est des actes. La troisième voie, c'est un comportement. La troisième voie, c'est des valeurs. C'est des valeurs, la troisième voie. Ça signifie que la troisième voie croit en la personne humaine. Est-ce que croit aux valeurs. Dans ces valeurs-là, ces valeurs, vous ne les retrouvez ni du côté du pouvoir, ni de l'opposition? Non. Non, je regrette. Et je suis triste aujourd'hui de voir ce qui se passe dans mon pays. On ne s'occupe pas de la politique au vrai sens du terme, c'est-à-dire l'art de gérer la cité. La troisième voie veut ressusciter cette conception première de la politique. Vous savez, j'ai enseigné à l'Institut des droits de l'homme et de la paix pendant 2 décennies au moins. Alors, je sais comment est-ce que au plan mondial universel, on classe les droits de l'homme, les droits humains. Il y a plusieurs catégories. On ne confond pas droits civils, politiques, droits économiques, sociaux, culturels, droits de l'environnement, etc.
ceux qui travaillent sur les droits humains ont été organisés et ont classé ces droits humains. En droit civil et politique, c'est la première classification. Avant de penser aux droits économiques, sociaux, culturels, aux droits à un environnement sain, etc., on a pensé aux droits civils et politiques. La famille, c'est fondamental. La justice, c'est fondamental. La politique, c'est-à-dire l'art de gérer la cité, choisir qui va gérer la cité, c'est-à-dire choisir les autorités. Est-ce que vous pensez que les Sénégalais sont logiques dans leur choix, dans le choix de leurs dirigeants? Je regrette, mais à ce niveau, nous avons beaucoup à dire. Le Sénégalais, je souhaite qu'il soit plus objectif, qu'il soit plus regardant, qu'il écoute mieux, qu'il se concentre mieux, qu'il réfléchisse mieux. Parce que ce n'est pas n'importe quoi que de choisir une autorité politique, un président de la République. Au Sénégal, c'est des sentiments premiers qui font qu'on choisit un président de la République. Par exemple, tu as été victime d'injustice, c'est grave. Choisir un président de la République sur la base d'une injustice que la personne aurait subie, c'est très grave. C'est une fois arrivé au Sénégal? Mais ça arrive. C'est qui le président qui a été choisi sur la base d'une injustice? Mais moi, je crois que je ne veux Macky pas Sall? Stigmatiser, mais en partie, Macky Sall a bénéficié de ce qu'on appelle le yermandé des Sénégalais. Il a bénéficié en partie du yermandé des Sénégalais parce qu'il disait qu'il avait été moralement torturé par le président Abdoulaye Wade. Alors quand tu es torturé, on dit « Ah bon, on te torture, donc on va faire de toi un président. » C'est grave. Il faut que ça cesse. Il faut que le Sénégalais sache choisir un bon président. Alors, vous suivez le jury du dimanche sur iRadio, ITV, emedia.sn. Nous recevons le professeur Amsatou Sow Sidibé, présidente du parti Karlenen. Professeur, à l'élection présidentielle de 2012, il y avait deux candidates. C'était vous et c'était Doumadien Diakhaté. À la dernière élection présidentielle en 2019, malheureusement, il n'y avait pas de femmes. Alors, nous sommes à quelques mois de la prochaine présidentielle. Il n'y a pas encore de candidate déclarée. Professeur Amsatou Sow Sidibé, qui incarne la troisième voie, peut-elle aujourd'hui nous dire si elle sera ou non candidate à la présidentielle de 2024? J'aurais pu vous répondre du tic au tac. Quelques mois en arrière. Mais aujourd'hui, la situation délétère, les moments graves que nous vivons, d'insécurité, de haine, de violence physique, de violence verbale. On ne sait pas sur quoi est suspendu le pays. Et connaissant ce qui s'est passé ailleurs, où je suis intervenue pour qu'on aille vers la paix, eh bien, je me dis qu'on a d'autres priorités immédiates et directes. Avez-vous peur de déclarer votre candidature? Peur? Peur ne rime pas avec Amsatou Sow Sidibé. Vous savez, en 2012, je venais à peine d'entrer en politique. Quelques mois, quand j'ai vu que dans l'arène politique, il n'y avait que nos frères, j'ai dit, mais pourquoi? Dans une famille, il y a des frères et des sœurs. Eh bien, j'ai ouvert la porte, je suis entrée. Allez-vous la rouvrir cette année? Comment? Allez-vous la rouvrir cette année, la porte? Je le ferai encore si j'avais à le faire. Vous vous souvenez je le ferai encore si j'avais à le faire. Mais vous n'êtes pas clair, professeur. Vous allez être oui ou non candidate? Mais non. On est à moins de 10 mois. Aïssatou ne va pas m'imposer aujourd'hui de faire une déclaration alors que nous avons une préoccupation profonde. Le pays ne va pas.
Le pays va mal. Essayons d'instaurer la paix d'abord avant de parler des élections. Il y a un préalable, c'est la paix. Ce que je vois, c'est très inquiétant. J'ai vu ce qui s'est passé dans d'autres pays. Je ne souhaite pas que ça arrive dans notre pays. Donc, c'est une préoccupation et je demande à tous les acteurs de s'y mettre. Alors, justement, en parlant de tous les acteurs qui doivent s'y mettre, le président de la République a plusieurs fois réitéré son appel au dialogue. Au vu de la situation actuelle, telle que vous la décrivez, professeur Hamsatou Sow Sidibé, pensez-vous qu'elle est propice au dialogue, qu'on peut tenir actuellement un dialogue sincère? Vous savez, je vous ai dit que moi, j'enseigne les droits humains, j'enseigne la paix. Je l'ai enseigné pendant des décennies et je l'ai pratiqué. Et je sais que tous les conflits finissent autour d'une table de négociation. Et quel que soit le degré, ça finit autour d'une table de négociation. Au lieu que les choses pourrissent de façon définitive, que tout le monde s'asseye autour d'une table. Vous êtes donc favorable au dialogue? Ben oui, je suis une femme de dialogue. Je suis une femme de paix. Et je l'ai pratiqué dans mon pays, à l'université, dans le milieu scolaire et universitaire, dans le milieu professionnel. Je l'ai pratiqué en Casamance, quand il y a eu le conflit. Je l'ai pratiqué ailleurs, en Côte d'Ivoire et autres. Je suis une femme de paix. Et qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue, professeur Hamsatou Sow Sidibé? Et je vais vous dire que, d'abord, avant de vous dire ce que j'attends de ce dialogue, c'est qu'on ne peut rien faire sans dialogue. Même quand on parle d'élections, il faut qu'il y ait la paix. On ne peut pas organiser des élections dans un environnement qui n'est pas propice à la paix, qui n'est pas de paix. Donc, c'est extrêmement important qu'on aille vers ce dialogue. Bon, ensuite, ce qu'on attend de ce dialogue, c'est que d'abord il soit inclusif. Il faut que le président de la République invite tous les acteurs qui peuvent intervenir dans le cadre de ce dialogue, sans exclusive. Quelqu'un qui dit qu'il ne sera pas au dialogue, il faut lui envoyer une invitation. Ça doit être inclusif. Tout le monde doit y être. Tous ceux qui peuvent dire quelques mots pour que la paix revienne dans notre cher pays. Plusieurs leaders de l'opposition disent ne pas vouloir participer à ce dialogue. Non, il faut les inviter quand même. Et alors, je leur demande de se présenter au dialogue, d'accepter de dialoguer. Alors, mais à ce niveau-là, je vais dire une chose. Le dialogue, eh bien, c'est des stratégies, c'est des actions. Dialoguer, ça ne signifie pas que quelqu'un vient avec des idées arrêtées. Chacun vient avec des idées. Eh bien, on lui dit, si son vouloir peut passer ou pas. Mais il faut que les gens se regardent les yeux dans les yeux. Et on dit à chacun, ça c'est possible, ça ce n'est pas possible, et on s'entend. Mais personne ne peut à l'avance dire, on ne parle pas de ça. Ah non, il faut tout mettre sur la table. C'est un panier, on met tout, on enlève point par point, on en discute, et on s'arrête là où on ne peut pas avoir de dépassement. Êtes-vous d'accord avec ceux qui demandent au président Macky Sall d'être clair sur sa position sur la troisième candidature avant d'aller au dialogue? S'il maintient ni oui ni non, évidemment ça, le jour du dialogue, parce qu'il sera là-bas, c'est lui qui invite, il faudra qu'il discute avec les acteurs autour de ça. Chacun va donner son point de vue. Je n'ai pas d'a priori sur ça. Chacun va convaincre l'autre et on va prendre la meilleure décision. La décision, certainement,
qui va dans le sens de la paix au Sénégal. Il faut absolument qu'on discute de tout. Il n'y aura pas de questions taboues. Mais pas de questions taboues. Chacun se regarde les yeux dans les yeux et on voit ce qu'il y a lieu de faire. Et on avance. Parce qu'on ne fait pas de dialogue pour qu'il n'y ait pas de paix. On va au dialogue, on ne veut pas perdre du temps au dialogue. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut des résultats positifs. Et il faut, à mon avis, que le président de la République songe à l'organisation de ce dialogue. On ne lance pas un dialogue, j'ai un mariage, j'ai un baptême, venez. Non, ça s'organise. Techniquement, ça s'organise. Donc, techniquement, c'est important. Et les ressources humaines qui seront amenées à organiser, je veux dire, le dialogue, eh bien, ce sont des ressources humaines de qualité qui ont envie que les choses avancent. Alors, professeur, l'actualité cette semaine ou ce week-end a été dominée par la manifestation organisée par le mouvement des forces vives de la nation, le F24. Justement, professeur, avez-vous adhéré à cette nouvelle plateforme? Je n'ai pas encore signé, mais j'adhère, du moins sur certaines questions. Vous n'adhérez pas totalement? Mais moi, vous savez, me donner un texte et me dire, les yeux fermés, signer, c'est difficile. J'émets des réserves quand il le faut. Alors, mais il y a des questions fondamentales qui sont dans la charte de F24 et que je partage. Je partage cette question de la troisième candidature ou du troisième mandat. Parce que je considère qu'il n'y a pas de troisième mandat ou de troisième candidature possible. On va en discuter pour convaincre le président qu'il ne doit pas dire ni oui ni non, il doit dire non. Pour plusieurs raisons. Il le sait. Je ne sais pas si on peut entrer dans les détails. Allez-y. Non, mais parce que lui-même, il sait que depuis 2001, il n'est plus possible qu'il y ait un mandat au Sénégal. C'est 2 mandats. Et la Constitution le problème, a conservé cette année, ça. en 2022, il vient de la révision constitutionnelle de 2016. Lui, il vient, pardon? Le problème, Oui. cette année, sur le 3e mandat, vient du référendum de 2016 avec la réduction de la durée du mandat. Alors, c'est proche. Mais oui, il Allez-y, faut préciser. professeur. 2001, c'était, on a dit nombre de mandats, 2. Oui. La durée du mandat, c'était 7 ans. 2016, on a dit 7 ans, c'est trop. 14 années, c'est trop pour gérer. Au bout de 10 ans, les gens doivent pouvoir savoir ce que le président de la République est capable de faire ou pas. Et donc, en 2016, on a dit la durée du mandat, ce n'est plus 7 ans, mais c'est 5 ans. En revanche, 2016 n'a pas touché au nombre de mandats. C'était 2 mandats, c'est maintenu. On n'a touché que la durée du mandat. Ce qui fait que donc, 2016, le président avait déjà fait un mandat de 7 ans. Parce que c'était sous l'empire de 2001. Il a fait un autre mandat de 5 ans. Il en a fini. Quelle que soit la durée du mandat, on lui dit que vous n'avez droit qu'à 2 mandats. Eux, ils parlent de quinquennat. Ils disent que la Constitution dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Nul ne peut faire plus de 2 mandats. Mais c'est-à-dire que c'est une nouveauté au Sénégal. Le président lui-même, il sait. Et devant Dieu, il sait que le nombre de mandats, c'est 2. Si je parlais de travaux préparatoires du référendum, eh bien, je rappellerai que ces travaux préparatoires
on dit que le nombre de mandats, ce n'est que 2. Il le sait. Donc, son entourage, je ne sais pas si ça vient de lui ou pas. Mais évidemment, je pense que l'entourage ne doit pas avoir l'audace, je dis bien, de dire au président, vous aurez une 3e candidature ou un 2e mandat. Ce qu'on dit là, c'est une expression. C'est-à-dire que le petit, ce qu'il dit, il a entendu des personnes, des adultes, des personnes âgées. Donc, son entourage est en train de l'induire en erreur. Et lui, en tant que président de la République, responsable de l'ensemble du peuple sénégalais, eh bien, il ne doit pas accepter de se laisser tirer par un entourage dont les motivations sont diverses. Alors, professeur Ramsatou Sow Sidibé, c'est clair, vous êtes contre le 3e mandat. Oui. Professeur, accepterez-vous de faire partie d'une plateforme de lutte contre le 3e mandat? Mais moi, je vais signer le F24. Vous allez signer? Oui, sur 3 points. Le 3e mandat, la question de la démocratie et des libertés. Vous savez, je suis spécialiste de droits humains et de paix. Donc, je vais toujours favoriser le respect des droits les plus élémentaires des personnes et des libertés. Bien sûr, je mets toujours des réserves dans le respect de l'éthique. Dans le respect de l'éthique. Donc, c'est un point qui est fondamental parce que, il y a énormément de souffrance aujourd'hui. Énormément. Ce qui est inadmissible dans une démocratie. Il nous faut un renouveau démocratique. Le Sénégal est-il en état démocratique, professeur? Dans les principes, dans les règles, dans la pratique, je dirais non. Parce que les frustrations, déjà, ça pose un problème de respect de la démocratie. Vous savez, la politique du 2 poids 2 mesures, eh bien, ça pose problème. Quand la Constitution dit que les personnes ont le droit de manifester, mais il faut leur accorder ça. Il faut les encadrer. Je vois que hier, il y a eu quelques troubles que j'ai beaucoup regrettés. Mais dans l'ensemble, les forces de défense et de sécurité ont encadré les manifestants et il n'y a pas eu d'accident grave, n'est-ce pas? Évidemment, je vais quand même fustiger le fait qu'il y ait des jets de pierre à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Ce n'était pas nécessaire. Il faut communiquer. Et la communication, c'est ça, une communication civilisée. Le F24 qui compte organiser une autre manifestation le 19, est-ce que vous allez participer à cette manifestation? Je vais voir quelle forme de manifestation ça va être. Tout dépend. Vous savez, je suis quand même une personne responsable et je choisis les activités auxquelles je participe. Mais je dis, je suis totalement en phase avec F24 en ce qui concerne la question démocratique, en ce qui concerne le ni oui ni non de la Constitution, le 3e mandat, et en ce qui concerne le 3e point, c'est le parrainage. Alors, le parrainage, professeur, qui est un problème pour vous à l'élection, parce qu'il vous a empêché de participer aux dernières législatives. Vous savez, ça fait des années, j'ai dit que le parrainage, c'était la bêtise du siècle. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Aïssata va vous parrainer. Aïssata me parraine. Aïssata a peut-être un cousin qui se présente aussi, qui lui donne sa pièce d'identité, etc. Parce que vous savez, au Sénégal,
justement cette compréhension, cette mise en œuvre de l'objectivité. Elle n'est pas évidente. C'est un problème social, culturel. C'est un problème culturel. Il faut s'attaquer à ça d'ailleurs. Il faut informer le peuple. Alors, quelqu'un peut parrainer un candidat et parrainer d'autres candidats. Et que vous dit la loi? Si quelqu'un vous parraine et parraine quelqu'un d'autre, vous passez après l'autre dans le dépôt des candidatures, vous perdez son parrainage. Ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Et ensuite... Vous optez pour qu'on puisse laisser des personnes parrainer plusieurs candidats ou Mais même ça, c'est mieux que l'on permette à une personne de parrainer 2 ou 3 autres personnes. Mais dire, on ne parraine que vous, alors que culturellement, les Sénégalais ne comprennent pas ça. Ils vont parrainer 10 personnes, on vous dit que votre parrainage ne marche pas, mais c'est du n'importe quoi. C'est contraire aux droits humains. Ensuite, le nombre de parrainages qu'on demande, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quelqu'un, professeur, un candidat qui Oui. n'arrive pas à avoir Oui. les parrains qu'il Oui. faut Oui. pour être candidat, peut-il vraiment Je vais aspirer vous dire. à être président? Je vais vous dire, Allez-y. le parrainage doit être préparé à temps. Ce qui est fait par l'administration sénégalaise, on attend 1 mois avant le dépôt des dossiers pour aller demander, pour distribuer les fiches. Les fiches, vous ne les verrez pas, parce qu'on va sans doute changer un élément du fichier, hein, des fiches, pour que les anciennes fiches ne fonctionnent pas. Ça se fait quand? 1 mois avant le dépôt. En 1 mois, faire toutes les régions du pays, faire la diaspora, rechercher des milliers, des dizaines de milliers de parrainages. Mais c'est inhumain et c'est dégradant. Je vais vous dire pourquoi c'est dégradant. C'est inhumain et c'est dégradant. C'est inhumain parce que c'est pas possible. 1 mois, c'est dur, mais c'est dégradant parce qu'au Sénégal, beaucoup de personnes à qui on demande un parrainage vous disent « donnez-moi de l'argent ». Donc c'est vendu. Le parrainage, il n'est pas sincère, vous voulez Il dire? n'est pas sincère parce qu'on vend les parrainages. Vous donnez de l'argent, vous avez des parrainages. Ça, c'est un mauvais esprit. Justement, on ne peut pas avoir les meilleurs candidats dans ces conditions-là. Or, maintenant, les pouvoirs publics doivent se battre pour que les meilleurs soient en avant, pour que notre pays puisse avancer. Il y a des problèmes. De toute façon, le parrainage, je trouve que, et ça c'est inadmissible, et je dénonce que c'est un moyen de bloquer les candidatures. Comme d'autres moyens de bloquer les candidatures sont aujourd'hui appliqués. Elles le sont depuis quelques années, n'est-ce pas? Il y a des décisions de justice qui ont été rendues pour dire que telle décision de justice ne correspond pas, mais il y a eu des personnes qui ont voulu se présenter, Karim Wade par exemple, Oui. qui ont voulu se présenter, mais qui ne l'ont pas pu parce qu'on a fait fi d'une décision rendue au niveau africain, hein, et voilà. Donc, je trouve qu'il faut un renouveau démocratique, c'est-à-dire il faut que la justice soit équitable, il faut que la justice soit indépendante, c'est fondamental. Si on n'a pas tout ça, eh bien, c'est un problème. Alors, vous venez de parler du parrainage et je me rappelle d'un incident qui s'est produit lors des élections législatives où vous accusiez un candidat, actuellement député à l'Assemblée nationale, de vous avoir piqué vos parrainages. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous expliquer ce qui s'est réellement passé entre professeur Amsatou Sow Sidibé, ses parrainages, et Papa Djibril Fall? J'avais juré de ne plus en parler. J'avais pas juré, mais j'avais décidé de ne plus en parler. C'est une page que j'ai tournée. Vous me prenez au dépourvu. Mais ce que je vais dire simplement, c'est que, en fait, c'est la troisième voie qui a été à l'origine de ça.
Je vous dirai comment. Parce que Pape Djibril Fall, je l'ai écouté dans un site, il a dit « J'incarne la troisième voie ». Dernièrement, ça fait quelques mois. Alors qu'il y avait une personne qui s'était évertuée pendant 6 mois à théoriser la troisième voie au Sénégal. Amsatou Sow Sidibé. Alors quand j'ai vu, il a dit « Ah, je théorise, j'incarne la troisième voie ». J'ai dit « Mais je vais lui envoyer un message pour lui dire « Mais j'ai lu que tu disais que tu incarnais la troisième voie. » Parce que nous, on est des scientifiques. J'ai fait une thèse de doctorat d'État. Je sais ce que c'est que dire et écrire. Il faut citer l'auteur. L'auteur, on le cite. Mais on ne peut pas aller prendre un document ou une pensée de quelqu'un, exposer ça, se l'approprier et ne pas le citer. Vous voulez dire qu'il vous a usurpé? C'est du plagiat. Ce qu'on appelle le plagiat. Parce que quand il dit qu'il incarne la troisième voie, il aurait pu dire qu'il est favorable à la troisième voie. Alors je lui ai envoyé en lui disant, mais si tel est le cas, je lui ai dit, mais j'ai vu que tu disais que tu incarnais la troisième voie. Quand ça se passe comme ça, tu cites le nom de la personne ou des personnes qui ont réfléchi, qui ont mis sur la table, qui ont exposé. Parce que moi, il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux en 2016 pour se rendre compte que j'en parle depuis. Alors, il m'a dit, si tel est le cas, pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble? Alors, bon, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que c'est l'ouverture. La porte est grandement ouverte. Et je pense que toutes les personnes qui pensent que la troisième voie, c'est la voie du salut pour le Sénégal, c'est la bonne voie pour les populations, on peut travailler ensemble. Ça, c'était avant ou après les élections législatives? Avant. Très bien. Mais pas longtemps avant. Alors, j'ai dit, oui, on va travailler ensemble. Et je lui ai dit, bon, d'accord, aucun problème. Mais j'ai envoyé mon équipe qui lui a remis les 20 et quelques mille parrainages dont on disposait déjà. Quand il a pris ça, il est allé déposer son dossier. Et j'ai dit, mais monsieur a déposé son dossier, mais je ne l'entends plus. Je l'ai appelé. Il n'a pas réagi. Voilà comment les choses se sont. Alors, vous lui avez remis les parrainages pour le soutenir ou pourquoi en fait? Pourquoi non, pour que nous travaillions ensemble. Pour qu'on fasse des listes ensemble. D'accord. C'est ça. C'est une sorte de coalition. Parce que c'est la troisième voie. Et je crois que c'est une logique. On est dans la même voie. Il dit qu'il est content d'être dans la troisième voie. On va ensemble travailler. Est-ce qu'il y a possibilité que vous travaillez avec lui lors de l'élection présidentielle en 2024? Je ne rejette personne. Et vous savez, je n'ai pas d'ennemis. Et le blocage qu'il y avait, c'est que je lui avais demandé de présenter publiquement des excuses. Quand il est venu chez moi, je lui ai dit présente publiquement, parce que quand même, il a jeté l'opprobre sur moi en me traitant de tous les noms, de malhonnête. Je suis un professeur depuis 40 ans, au moins. J'ai enseigné à tout le monde presque. Alors, quand on me traite de cette manière, je préfère évidemment que la personne s'excuse. Bon, mais ce n'est pas grave. C'est passé. C'est derrière nous. Alors, vous suivez le jury du dimanche sur iRadio, ITV, emedia.sn. Nous sommes à moins de 10 minutes de la fin de l'émission. Professeur, la loi sur la parité a été votée en mai 2010 et elle concerne les postes électifs et semi-électifs. Alors, comment, professeur, appréciez-vous l'application de cette loi au Sénégal? Bon, je dirais d'abord que la loi sur la parité est née dans mon bureau à l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Donc, c'est une loi qui est la bienvenue parce que le leadership féminin, il est important.
il doit être promu, il doit être protégé. Alors l'application, parce que parité, c'est 50%, 50%. Au niveau de l'Assemblée nationale, on est autour de entre 42 et 44% de femmes. C'est déjà un acquis, mais ce n'est pas ça la parité. La parité, c'est 50%, 50%, mais le Sénégal avance dans le domaine au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a eu des problèmes quand même, hein, parce que pour les élections locales, l'élection des bureaux, des mairies, il y a eu presque à un moment donné un refus catégorique d'appliquer la parité dans le bureau, je dis. Quand il y a un président maire, la personne qui suit doit être une femme. Quand c'est une femme qui est maire, l'autre doit être un homme. Mais il y a eu des réticences. Et je félicite la justice sénégalaise parce que à chaque fois, l'Observatoire national de la parité ou d'autres organisations ont tout fait pour que la justice soit saisie et la justice a dit le droit. C'est-à-dire, chaque fois que le bureau n'était pas paritaire, eh bien, ce bureau a été annulé. Donc, dans la pratique, ça commence. Mais ça ne concerne que l'Assemblée nationale et les collectivités. Et justement, en parlant d'Assemblée nationale, quelle appréciation faites-vous de la présence, de cette forte présence des femmes à l'Assemblée? En tant que femme, est-ce que vous sentez que vous êtes bien représentée? Il y a des femmes. Bon, le nombre, entre 42 et 44%. Maintenant, aussi bien les hommes que les femmes doivent voir leur capacité renforcée. Je dis aussi bien les députés hommes que les députés femmes doivent voir leur capacité renforcée. Il y a un problème de niveau. C'est-à-dire, il faut que le député aujourd'hui, qu'il soit homme ou femme, connaisse l'objet de sa présence à l'Assemblée nationale. Vous voulez dire qu'il y a un problème de niveau à l'Assemblée? De manière générale. Et pour tous les bords. Pour les hommes comme pour les femmes. Donc, il faut qu'on renforce leur capacité. Et il faut peut-être qu'on surveille la confection des listes. C'est important. On ne met pas... Ce n'est pas un fourre-tout. Ou bien du Yamaner, bon, je veux te soutenir, tu as fait, tu as bien travaillé, tu as eu des électeurs, beaucoup d'électeurs, mais il y a autre chose. C'est le leadership, c'est-à-dire la compétence, le savoir, la compétence et les valeurs. Parce que l'Assemblée nationale, les députés, c'est les représentants du peuple. Ça ne doit pas être... des personnes qui n'ont pas ces trois éléments-là, le savoir-faire, le savoir-être, de manière générale, dans le pays. Maintenant, il faut qu'on sache choisir les décideurs. C'est ce que je disais à l'origine. Il faut qu'on sache choisir les décideurs. Les choisir pour faire du remplissage ou bien pour des relations d'amitié ou de parenté, sans tenir compte de l'intérêt supérieur de la nation, eh bien ça, il faut que ça cesse. Il faut que la compétence soit en avant dans nos choix, dans nos choix des décideurs. Très bien. Alors, professeur, c'est le dernier point. En 2019, lors du 31e congrès des notaires d'Afrique, le président Macky Sall avait dit que l'essentiel des alertes qu'il reçoit sur les risques de conflit au Sénégal viennent à plus de 90% du foncier. Alors aujourd'hui, ces problèmes de foncier coûtent la vie à 2 personnes à Yoff. À la suite de violentes manifestations, le Sénégal dispose-t-il de moyens juridiquement efficaces pour régler de façon vraiment pérenne cette question? Oui, vous savez, j'avais fait une réflexion autour de la loi sur le domaine national. Déjà, parce que je voyais qu'on voulait privatiser les terres, c'est-à-dire que les terres du Sénégal appartiendraient à seulement une partie des Sénégalais et aux étrangers, en laissant les Sénégalais lambda
n'est-ce pas, le paysan. Et j'avais fait une alerte. C'était vers l'année 1982, je pense, 81-82, c'est dans les sites. Une alerte pour dire attention à la question foncière. Partout où il y a eu des crises graves, la question foncière est une cause directe. Bon, ce que je voulais, dans le cadre de cet article-là, c'était que l'État prenne en main les choses, mette plus de démocratie et de justice dans le partage de ces terres qui n'appartiennent pas normalement en propre aux individus, le domaine national. Ça appartient au peuple. Pourquoi le domaine national? Ça, c'était Senghor qui voulait que la terre, on puisse la travailler de son vivant, qu'on permette aux enfants, aux petits-enfants de la travailler après, n'est-ce pas? C'est ça l'esprit du domaine national. Donc ce que je disais, attention à la privatisation d'abord des terres et ensuite, attention, il faut plus de démocratie dans le partage de la mise en usage des terres. C'est-à-dire qu'il faut une terre, chacun a droit à la terre. C'est une question, la question foncière, c'est un droit fondamental de la personne humaine. On doit avoir où loger, on doit avoir où cultiver, on doit avoir où enterrer ses morts, etc., etc. Donc, c'est toujours un bon père de famille. Un bon père de famille, c'est une expression juridique. Un bon père de famille qu'il faut gérer la question foncière. Quand on prend Ngor, les populations se sont soulevées. Moi, je passais devant elles régulièrement. C'était pourquoi? C'était pour dire qu'il y a 6000 mètres carrés pour la gendarmerie et pas pour nous. Nous n'avons pas de lycée. Déjà, les écouter, les mettre autour d'une table, leur demander ce que vous voulez. C'était une première chose à faire. Ça n'a pas été fait. C'était vraiment le médecin après la mort. Alors, la gendarmerie veut, les populations veulent. Le minimum, c'est de leur dire, venez, on s'assoit, chacun voit ce qu'il peut prendre. Le lycée prend une part, la gendarmerie prend une part. Ou alors, quand les populations ne veulent pas, il y a tellement d'espace dans cet endroit-là. Vers l'aéroport, il y a énormément d'espace pour la gendarmerie. Un grand espace pour la gendarmerie, surtout que là-bas, il y a, je crois, des jardins et autres que l'on veut mettre en place. Il y a une question de sécurité qui se pose à ce niveau-là. Donc, je crois que les populations, il faut les écouter, il faut les entendre. Quand ils disent qu'ils ont besoin d'un lycée, je vous dis, j'ai la chair de poule. Parce que quand tout Ngor dit « je veux un lycée », il n'y en a pas. Je dis, mais c'est une catastrophe. Parce que l'éducation, elle est fondamentale. Quand les populations d'Ngor réclament un endroit pour assurer l'éducation de leurs enfants, il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. Actuellement, il y a une gendarmerie, même si elle est petite, mais il y a d'autres espaces à côté. Installer un bon espace pour la gendarmerie et permettre aux populations de s'épanouir. C'est ça la politique, l'art de gérer la cité. Très bien. Voilà. Professeur Amsatou Sow Sidibé, merci. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est moi, vraiment. Aïssata, c'est un réel plaisir. Encore une fois, une fierté. Les femmes sont là, les filles sont là, elles sont brillantes. Il ne nous reste qu'à être présidente de la République. Mais il faut se battre pour ça. Je disais que 2024, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui doivent gérer. On a essayé avec d'autres. Il y a eu du positif, mais beaucoup de négatif. Mais essayons avec les femmes. Comme ça s'est fait au Libéria, par exemple, ou ailleurs, où Madame Ellen Johnson Sirleaf pour le Libéria, elle a tellement très bien travaillé que les populations ne voulaient pas qu'elle reparte. Et ailleurs. Donc, je crois que les populations doivent y regarder de près et connaître leurs intérêts. Est-ce que vous pensez que la société sénégalaise est prête?
mais beaucoup sont prêts aujourd'hui. Beaucoup de Sénégalais et Sénégalaises sont prêts aujourd'hui parce qu'ils ont souffert. Les souffrances sont là, les frustrations. Les populations, pour une bonne part, veulent une maman aujourd'hui. Avec l'humanisme, le yërmande, avec le sens de l'équité. Une maman ne fait pas de dissociation, ne divise pas. Une bonne maman ne divise pas sa famille. Et elle fait tout pour que tout le monde soit heureux dans la famille. Vous savez, quand il n'y a pas assez à manger, les mamans ne mangent pas. Elles laissent le mari, le papa et les enfants manger. Voilà, c'est ça. Alors, merci à vous, professeur Hamsatou Sow Sidibé. Merci à tous nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos lecteurs. Le jury du dimanche, c'est terminé. On se donne rendez-vous dimanche prochain.